Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Richesse, enrichissement, pauvreté. Nous autres, on est de pauvres diables. C'est les patriciens qui sont de dignes citoyens. Ce que les gouvernements ont peine à digérer, nous autres, ça soulagerait notre misère. Si seulement ils nous abandonnaient leur superflu, tant qu'il est encore mangeable, on pourrait croire qu'ils nous secourent par humanité. Mais ils trouvent que nous leur coûtons trop cher. La maigreur qui nous afflige, le spectacle de notre misère, c'est pour eux comme un inventaire détaillé de leur opulence. Notre détresse les enrichit. William Shakespeare, La tragédie de Coriolan, acte 1, scène 1 vers 1605. Sais-tu ce qu'est le riche ? Le riche parfait est celui qui ne dépend de rien d'extérieur à lui-même, et celui-là est pauvre qui a besoin d'acquérir. Avicenne, début du XIe siècle, le livre des directives et remarques, page 396. Le premier exemple choisi pour illustrer la dérive de la pensée et des comportements qui sont à la source de l'organisation de nos sociétés concerne la richesse, l'enrichissement et la lutte contre la pauvreté. Ces notions sont au centre du raisonnement économique, mais aussi au cœur des soucis prioritaires d'une majorité des acteurs de ces sociétés. Le chapitre s'interroge en premier lieu sur les caractéristiques les plus apparentes de cette préoccupation omniprésente, pour tenter ensuite d'en découvrir la nature et le fondement plus profond. Cette première étape se veut essentiellement empirique et sans prétention normative. Dans un deuxième temps, on tente de dégager les critiques principales qu'appelle un tel constat. Critique factuelle d'abord, soulignant le caractère partiel des résultats atteints dans cette perspective. Critique plus substantielle ensuite, pour repérer en quoi ces résultats demeurent excessivement partiels. Critique éthique, enfin, en essayant de dégager ce qui peut être choquant ou inacceptable dans une telle conception de la richesse. On terminera ce chapitre en décrivant brièvement les conséquences de cette conception sur son corollaire direct, à savoir le slogan sans cesse réaffirmé de la lutte contre la pauvreté, pour suggérer que les insuffisances de ce slogan sont seulement les contreparties mécaniques de la conception de la richesse qui le fonde. Richesse est probablement l'un des termes les plus fréquemment utilisés en économie, aussi bien par les théoriciens de la science économique que par les praticiens des relations économiques. Mais il ne s'agit pas seulement d'une habitude de vocabulaire. La réflexion sur ce thème est confrontée d'emblée au constat suivant lequel, avec la recherche du pouvoir, la richesse et l'enrichissement apparaissent aujourd'hui comme une préoccupation majeure, peut-être même la préoccupation principale, de la majorité des individus, des groupes sociaux et des collectivités. Dans le raisonnement présenté ci-dessous, on utilisera les deux termes de richesse et des apostrophes enrichissement, mais on préférera généralement le terme des apostrophes enrichissement, pour souligner que le raisonnement se situe dans le cadre d'une réflexion globale sur le progrès humain et sur ses composantes, et qu'il se préoccupe donc d'un mouvement dynamique, d'un processus, plutôt que de l'évaluation d'une situation figée ou même d'un patrimoine en un moment donné. Richesse et enrichissement, caractéristiques les plus apparentes. Dans ce cadre, celui de la recherche des conditions du progrès pour les individus, les groupes et la société dans son ensemble, on constate que l'idée d'enrichissement soulève, au moins apparemment, les questions suivantes quant aux caractéristiques que cet enrichissement comporte. Besoins matériels et immatériels. Même si elles sont souvent utilisées dans un sens très général, et si elles admettent ainsi de multiples composantes, les notions de richesse et d'enrichissement paraissent le plus souvent accorder une place dominante aux éléments matériels qui les constituent. Le riche, dans la conception la plus courante, c'est d'abord celui qui dispose de ressources matérielles ou de possibilités d'accès à des richesses matérielles. Mais le raisonnement dans ces termes se révèle vite un peu sommaire, et il appelle immédiatement quelques distinctions. Il y a d'abord le problème du caractère plus ou moins matériel des biens et services susceptibles de répondre aux besoins et aux désirs ressentis par les individus ou les collectivités. Mon besoin de manger trouve une réponse dans un aliment fait essentiellement de matière, et que je peux d'ailleurs m'approprier. À l'autre extrême,
Mon besoin de spiritualité ou de prière, ou mon besoin d'amitié ou de reconnaissance, ne trouvent pas réponse dans l'acquisition d'un bien quelconque. Ils dépendent cependant d'une certaine manière de conditions matérielles, car si je ne me nourris pas, je ne pourrai poursuivre ni ma méditation ou ma prière, ni mes relations amicales. Entre ces deux extrêmes apparaît une multitude de situations intermédiaires, où le lien entre le désir et sa satisfaction est plus ou moins matériel. Les services, le transport urbain par exemple, se distinguent des biens en ce que même s'ils sont toujours liés plus ou moins étroitement à un support matériel, l'accès à un moyen de transport, la réponse effective aux besoins de services exprimés ne suppose pas l'acquisition d'un objet matériel, mais un droit d'accès à ce support matériel et à son utilité. Cependant, la situation devient beaucoup plus complexe quand on dépasse cet exemple simpliste pour déboucher sur des exemples concernant les services financiers, ou ceux qui sont liés à l'utilisation d'un brevet, ou encore aux fonctions d'un logiciel informatique. Que devient exactement la dimension matérielle dans ces circonstances, et comment conditionne-t-elle encore ou non l'enrichissement ? Quant à la dématérialisation de la production dans son ensemble, dont on parle tellement aujourd'hui, sans remettre en question le caractère matériel de l'enrichissement d'ailleurs, elle se rapporte à la part croissante des services par rapport aux biens comme input dans la réponse aux besoins des hommes. Probablement au fur et à mesure que l'on dépasse la satisfaction des besoins physiologiques élémentaires, et aussi à l'économie de matières premières réalisée dans la production de beaucoup de biens, grâce à de nouvelles technologies de production, dans l'automobile par exemple, mais elle n'a finalement que peu de rapport avec l'accès privatif et l'appropriation. La dimension plus ou moins matérielle des besoins et de leur mode de satisfaction peut aussi être mise en rapport avec le caractère plus ou moins élémentaire de la satisfaction recherchée, c'est-à-dire plus ou moins proche du corps et donc de la matière, en comparaison avec des satisfactions plus proches de l'esprit, de l'intelligence, de la capacité d'abstraction et de symbolisation. Peut-être l'homme se distingue-t-il ainsi progressivement de l'animal dans la mesure où il devient moins dépendant des supports matériels pour une plus grande part de ses satisfactions. Mais on voit ainsi se préciser le questionnement déjà annoncé, qui va constituer l'un des thèmes centraux de la présente recherche. À quelle conception de l'homme et de la société nous référons-nous pour apprécier les besoins qui sont exprimés et qui cherchent leur satisfaction, et qui choisit en définitive cette référence ? Les conceptions de l'homme et de la société, on le sait, sont diverses. Quel jugement normatif posons-nous sur elles, et comment décidons-nous en conséquence de l'ordre de priorité entre les besoins à satisfaire ? Peut-on donner une place centrale dans l'analyse à cette distance par rapport aux exigences physiologiques élémentaires, et considérer, mais il s'agit évidemment d'un jugement normatif, pas d'un simple constat empirique, que l'individu devient plus humain à mesure qu'il se distancie, et qu'un système d'organisation sociale devient plus humain dans la mesure où il permet aux individus et aux groupes sociaux de prendre de la distance, par rapport aux satisfactions élémentaires de la faim, de la soif, du logement, du confort matériel élémentaire, de la sécurité physique, de l'instinct de reproduction, etc. Besoins et appropriation. En deuxième lieu, l'idée de la richesse d'un individu ou d'un acteur économique quelconque, telle qu'elle vient d'être évoquée, semble impliquer que celle-ci est le résultat d'un acte d'appropriation, d'acquisition privative, d'un droit exclusif de disposition exercé sur les ressources concernées par cet acteur spécifique face à tous les autres. Mais en est-il bien ainsi ? La notion d'enrichissement implique-t-elle que les besoins et les désirs considérés soient de nature principalement matérielle, d'abord ? On vient de voir que ce n'est pas si simple, et ensuite que ce soit ce caractère matériel qui exige l'appropriation privative des ressources susceptibles de répondre à ces besoins ? On peut sans doute admettre que la satisfaction des besoins matériels incite à l'appropriation ou à l'accès privatif à un premier niveau élémentaire. Appropriation primitive de la nourriture, de la terre, des armes, mais au-delà, la réponse semble moins claire et la question serait plutôt de savoir si le caractère matériel d'un besoin est lié avec la plus ou moins grande divisibilité des moyens pour y répondre. Ceux-ci sont divisibles en ce qui concerne l'alimentation, sans doute plus collectif dans le domaine de la sécurité, plus dégagé des contingences de matière et de divisibilité pour l'accès, la spiritualité ou la poésie. Il faudrait admettre en conséquence
que beaucoup de besoins et de désirs ne sont pas de nature d'abord matérielle, mais aussi que le mode d'appropriation ou d'accès exclusif n'est pas nécessairement lié à ce caractère principalement matériel, comme le montre l'exemple d'un secret de fabrication, d'un brevet ou des actifs financiers. Reste qu'une part importante de la richesse des individus semble bien liée à leur avoir, en termes d'appropriation exclusive de biens matériels ou de droit d'accès à certaines ressources plus ou moins matérielles. Ces avoirs constituent ainsi un instrument de pouvoir que le riche peut exercer sur des ressources, et par là sur le pouvoir d'autres personnes ou d'autres décideurs, mais aussi une occasion de conflit. D'où la prédominance de cette conception, ou de cette obsession de la richesse matérielle acquise, peut être liée originellement à la satisfaction des besoins physiologiques élémentaires de l'homme, mais qui retrouve une nouvelle actualité dans nos sociétés d'hyperconsommation, où le vol, c'est-à-dire l'acquisition institutionnellement illégitime d'objets usuels, radio, voitures, bicyclettes, équipements électroniques, n'a peut-être jamais été aussi couramment pratiqué que de nos jours. Besoins, échanges, calcul économique, insertion dans l'activité productive. Cependant, et c'est une troisième caractéristique, nos sociétés contemporaines sont aussi marquées par un développement fantastique des échanges de biens et de services, matériels ou non, et ces échanges n'ont pu se développer qu'à partir du moment où le troc élémentaire cédait la place à un instrument d'échange plus sophistiqué et plus général, à savoir la monnaie et le pouvoir d'achat qu'elle constitue. Dans cette perspective, bien plus que la simple captation par la force, c'est l'argent qui devient l'instrument principal de l'acquisition par l'échange, et donc le symbole central de la richesse et de l'enrichissement. L'argent est ainsi devenu l'objet de l'une des grandes confrontations mythiques de la condition humaine, celle qui oppose l'appel de la transcendance et le culte de la richesse matérielle, et qui est personnalisée dans les textes bibliques sous les noms de Dieu et Mammon. À cette importance de l'échange se relie une caractéristique supplémentaire. Puisque la richesse est d'abord matérielle, puisqu'elle fait l'objet d'acquisition et puisqu'elle peut se mesurer en termes de pouvoir d'achat par l'argent, l'enrichissement va faire l'objet de calculs pour comparer les coûts et les avantages de l'acquisition des biens matériels. Objet d'approbation inconditionnelle ou de rejet radical, le principe du calcul dit rationnel paraît ainsi prétendre à une place essentielle au cœur du raisonnement économique sur l'enrichissement, et il faudra comprendre exactement ce qu'il signifie. Au-delà de ce calcul, en toute hypothèse, l'enrichissement va être perçu principalement comme une augmentation de la fortune d'un agent économique, c'est-à-dire comme un accroissement de son pouvoir d'achat. Cet accroissement permet ainsi l'accès à divers biens ou services qui peuvent être vendus, et donc l'élargissement des possibilités de consommation, d'équipement, et aussi d'échange de celui qui s'enrichit. Constatation supplémentaire. Dans une économie fondée de plus en plus sur l'échange, sauf pour une minorité de la population, celle qui n'est fortunée et peut éventuellement échanger des parts de sa fortune, l'enrichissement suppose un revenu, et donc une forme rémunérée d'insertion dans l'activité productive. Si je n'ai rien d'autre à vendre ou à échanger, le supplément de pouvoir d'achat que je peux acquérir et le droit d'accès à la consommation et à l'équipement qui s'y attache, ne peuvent s'obtenir que par ma contribution rémunérée à la production. Cette contribution se matérialisera notamment par mon travail, mais elle peut provenir aussi de la cession d'autres facteurs de production dont je suis détenteur. Un terrain, une machine, un brevet, un capital financier. L'accroissement du pouvoir d'achat, de la somme d'argent dont l'individu peut disposer, paraît donc bien être la forme principale de l'enrichissement. Il sera fréquemment associé à une activité productive, mais pas nécessairement, parce qu'il peut aussi provenir d'un transfert sans contrepartie ou d'une acquisition par la force. De la même manière, lorsqu'on parle de réduction de la pauvreté ou de lutte contre la pauvreté, on aura tendance à croire au moins au premier abord que cette réduction implique essentiellement une augmentation du pouvoir d'achat du pauvre, et donc une forme d'augmentation quelconque de sa rémunération. Quelle interprétation tirer de ce premier survol des caractéristiques apparentes de ces notions ? Si l'enrichissement, tel que nous le concevons aujourd'hui, a pour exigence principale une augmentation du pouvoir d'achat, c'est parce qu'il renvoie directement au cadre de l'échange marchand qui caractérise notre système et donc du rapport à l'argent. C'est à travers l'échange sur le marché et grâce à la disponibilité sous forme d'argent d'un pouvoir d'achat qui conditionne la solvabilité de l'acheteur,
que chacun peut avoir accès aux biens et services susceptibles d'assurer la satisfaction de la plupart de ses besoins. Comme notre époque se caractérise en outre par une formidable intensification des échanges, en particulier des échanges marchands et de la marchandisation, c'est-à-dire de la transformation de tous les biens et tous les services en marchandises, objets d'échange sur le marché, comme cette intensification correspond de toute évidence aux intérêts des groupes les plus puissants au sein de cette société, et finalement comme la science économique à laquelle les siècles récents ont donné naissance et surtout constituée autour de la notion de marché et de l'optimum, auquel celui-ci peut conduire si un certain nombre de conditions sont satisfaites, on doit bien admettre que la pression à l'enrichissement monétaire et donc la recherche du profit constitue une aspiration particulièrement puissante au sein de notre société en quête de progrès, au point même de prétendre représenter le critère synthétique ou même la finalité du progrès social. Le rapport à l'argent prétend ainsi s'installer au cœur de la dynamique de ce qui est le plus souvent considéré comme le progrès des hommes et des collectivités. Mais on voit bien que ce rapport à l'argent ne peut pas être lié de manière simpliste au caractère matériel des besoins et des désirs. La spéculation financière est essentiellement immatérielle, et elle est devenue de nos jours l'un des instruments principaux du profit. Si l'on veut poursuivre une réflexion en profondeur sur la richesse et sur la pauvreté, sur l'enrichissement et sur la lutte contre la pauvreté, on est cependant obligé de se poser de nombreuses questions, et notamment les suivantes. Quelle est la signification la plus générale des notions de richesse et d'enrichissement ? À quelles aspirations de l'homme et de la société répondent-elles ? À quelles activités humaines et à quelles relations sociales correspondent les caractéristiques apparentes qui viennent d'être énumérées ? Comment, plus précisément, la notion de besoin se rattache-t-elle à la notion d'échange sur le marché ? Existe-t-il d'autres formes de richesse que celles qui se réfèrent au cadre de l'échange marchand ? Est-il souhaitable d'en envisager d'autres formes, ou même d'autres conceptions, notamment si l'on se situe dans la perspective de la recherche d'un progrès social au sens le plus large du terme ? Nature et fondement de l'enrichissement. Les questions qui viennent d'être évoquées sont extraordinairement vastes, et elles sont loin d'être exhaustives. On va limiter ici l'examen à quelques-unes d'entre elles, en essayant d'identifier celles qui permettent de poursuivre la réflexion sur la richesse et l'enrichissement. On peut se demander en premier lieu, comment et en quoi l'enrichissement, au sens qui vient d'être évoqué, prétend apporter une réponse légitime à l'aspiration fondamentale de l'humanité au progrès. Albert Hirschman commence son célèbre ouvrage sur les passions et les intérêts, en rappelant une question de Max Weber qu'il reformule de la manière suivante. Comment se fait-il qu'on en soit venu à tel moment de l'époque moderne à considérer comme honorables des activités lucratives telles que le commerce et la banque, alors même qu'elles avaient été réprouvées et honnies durant des siècles, parce qu'on y voyait l'incarnation de la cupidité, de l'amour du gain et de l'avarice ? Bien entendu, cette idée ne s'observe pas seulement dans le protestantisme et les débuts du capitalisme. Elle va marquer l'idéologie des Lumières, qui est aussi celle de l'émergence de l'idée de progrès social, et qui prélude à l'expansion de la production industrielle, puis à celle des échanges internationaux, et bientôt à celle de la globalisation au nom du développement. Le progrès social, le développement, ce ne serait donc rien d'autre que l'enrichissement monétaire ? L'humanité s'épanouirait-elle et deviendrait-elle meilleure, simplement à la mesure de la croissance de son pouvoir d'achat ? Évitons la caricature, et reprenons les choses d'un peu plus haut. Au départ de la recherche du progrès, et même si l'idée explicite du progrès social n'émerge qu'au XVIIIe siècle, on peut sans doute déceler, au sein de toutes les communautés humaines depuis les plus anciennes, un profond sentiment de manque et d'insatisfaction. Insatisfaction ou angoisse existentielle de l'homme par rapport à sa propre condition, sentiment des apostrophes incomplétude, désir d'être, être davantage, être autrement, volonté de dépassement, appel à autre chose, intuition et aspiration plus ou moins confuses à la transcendance, désir mystérieux d'infini, et aussi volonté de puissance, de pouvoir et de maîtrise sur les ressources et sur les autres hommes. Le rêve d'un ailleurs, et la hantise d'un monde meilleur, ou au moins d'un monde qui lui convienne davantage, constituent sans doute l'une des caractéristiques les plus fondamentales de l'être humain, repérable dans les traces les plus anciennes de l'humanité dès l'époque où l'homme a commencé à enterrer ses morts et à s'exprimer par des symboles 14.
Ce que l'idéologie du progrès apportera plus spécifiquement, et plus puissamment, c'est l'idée de la possibilité d'un tel monde, l'idée de la maîtrise possible par les hommes d'une telle perspective, et non plus la seule dépendance par rapport à un mystérieux destin ou à la volonté d'un Dieu lointain. C'est cette aspiration fondamentale et multiple que les premiers économistes ont traduite par le terme de besoin. Mais ce terme reste démesurément général et ambitieux, notamment parce qu'il ne distingue pas les catégories de besoins, matériels et immatériels, individuels et collectifs, ceux qui se rattachent à un minimum physiologique de survie et ceux qui concernent l'épanouissement ou la volonté de pouvoir, parce qu'il ne souligne pas la différence entre les besoins incompressibles et les désirs illimités, parce qu'il ne les distingue pas selon le degré de légitimité ou d'approbation sociale qui leur est reconnu. En revenant aux caractéristiques préliminaires de la réalité actuelle observée ci-dessus, on peut alors souligner de nouveaux points de repère et surtout de nouvelles questions. Les deux premiers repères concernent le rapport entre l'enrichissement, la production et le travail, d'une part, l'organisation de l'échange, d'autre part. Le rapport à la production est lié au caractère d'abord matériel de l'enrichissement considéré. Si celui-ci est constitué de ressources matérielles pouvant servir à la satisfaction des besoins, il faut bien constater que peu de ressources naturelles ont directement une telle capacité et que, en dehors des économies élémentaires dites de cueillette, la plupart de ces ressources exigent une activité humaine de transformation pour leur donner cette capacité de réponse. Au-delà du simple pouvoir d'accès aux ressources, l'enrichissement suppose donc un travail de production, assuré directement par le bénéficiaire ou obtenu d'autres hommes par la force, par l'échange ou par d'autres formes de relations sociales. L'échange, justement, va ainsi devenir un canal essentiel de l'enrichissement, puisque c'est la division du travail, c'est-à-dire la spécialisation dans les tâches productives, qui conditionne l'accroissement de la production. Avec la monétarisation qui accompagne nécessairement cette division du travail, l'échange des biens et services va s'accompagner de l'échange dans les activités de production, et le travail va devenir lui-même objet d'échange. On avait noté déjà que la nécessité de la production et de l'échange expliquait le lien étroit entre l'enrichissement et l'argent, mais on peut maintenant aller plus loin. D'abord en constatant que cette complexité croissante des économies entraîne une nouveauté considérable dans la définition de la valeur des objets contribuant à l'enrichissement. Parce que ces objets peuvent être consacrés directement à la satisfaction d'un besoin concret, j'acquiers un pain parce que j'ai besoin de me nourrir, ou parce qu'ils peuvent devenir objets d'échange pour acquérir d'autres biens. C'est la distinction fondamentale entre valeur d'usage et valeur d'échange sur laquelle on reviendra, notion centrale de l'analyse économique classique et quelque peu oubliée dans les théories dominantes aujourd'hui, qui ne connaissent qu'un monde d'échange généralisé. Mais plus largement, on peut constater que l'expansion des échanges et le rôle de plus en plus crucial de l'argent qu'elle suppose, ont donné naissance à un système économique nouveau, que l'on a appelé le capitalisme. On se bornera pour l'instant à souligner deux prétentions fondamentales de ce système, celle de l'accumulation indéfinie de l'argent par le profit, et celle de l'assimilation qu'il affirme réaliser entre une économie de besoin et une économie de profit. Il détermine ainsi une conception spécifique de la richesse et de l'enrichissement. Qu'est-ce à dire ? Richesse et capitalisme. Il y a longtemps que l'argent et l'enrichissement, et aussi la recherche du pouvoir, apparaissent dans l'histoire humaine comme une réponse, au moins partielle, au désir de changement, d'épanouissement ou de dépassement que l'on désigne sous le nom de progrès. Mais c'est l'avènement progressif du capitalisme qui va révéler l'aboutissement de cette évolution dans toute sa brutalité. Dans cette perspective, le progrès humain qui était entendu comme la réponse principale au désir d'être davantage, est désormais pensé avant tout comme la réponse au désir d'avoir davantage, grâce à l'appropriation de multiples biens à travers de multiples relations d'échange. Avec l'extension massive des relations marchandes, qu'il nous faudra redéfinir de manière plus précise, et la recherche d'accumulation qui le caractérise, le capitalisme qui émerge progressivement apparaît comme un système d'organisation à vocation universalisante, d'inspiration individualiste mais surtout économiciste, c'est-à-dire où les préoccupations économiques l'emportent sur toutes les autres préoccupations existentielles et sur toutes les autres dimensions de l'homme.
Or il est évident que ce système tend effectivement, aujourd'hui, à se mondialiser. Et avec l'individualisme et l'obsession de l'économie, les caractéristiques principales du capitalisme en tant que système mondial vont exercer un puissant conditionnement sur l'ensemble des sociétés auxquelles elles s'étendent. Ce sont en particulier l'ambition prométhéenne, le productivisme et l'expansionnisme, connaître plus, produire plus pour dominer davantage, et aussi la place privilégiée accordée aux mécanismes marchands et à l'accumulation indéfinie du profit. Si la production, l'échange et l'argent sont au cœur de l'enrichissement comme traduction principale du progrès, on peut en déduire un certain nombre d'implications qui expliquent les caractéristiques apparentes de la richesse relevée précédemment. C'est d'abord le fait que ce progrès est conçu comme résultant de l'acquisition, de l'appropriation privative, d'un certain nombre d'objets, biens et services. S'ils sont objets d'acquisition, on peut penser a priori que ces biens et services sont de nature principalement matérielle, ou au moins qu'ils ont le plus souvent une composante matérielle clairement identifiable, pour se prêter à l'appropriation individuelle. Cette question du caractère matériel reste cependant difficile. On a vu que ce caractère matériel est peut-être mis en question par l'évolution de plus en plus sophistiquée des instruments du capitalisme. Actions, brevets, produits financiers divers, qui sont de plus en plus dématérialisés mais représentent toujours un droit d'appropriation privative. On peut cependant admettre que ce progrès reste conçu principalement dans la majorité des analyses économiques, comme assimilable à une amélioration de confort matériel ou plus largement, de bien-être des individus. En toute hypothèse, il reste pensé dans cette perspective, comme résultant d'une quantité accrue des utilités, biens et services, de nature appropriable, et donc comme un accroissement du pouvoir de ces acteurs individuels. D'où l'insertion massive des individus et des collectivités auxquelles ils se rattachent, jusqu'aux collectivités nationales, dans un système mondialisé qui a justement pour objectif cet accroissement indéfini de la production, de la consommation, de l'échange, mais cet échange peut être de nature spéculative, et aussi du travail productif et du revenu qui le rémunère pour constituer un pouvoir d'achat, d'où la formule « travailler plus pour gagner plus ». On voit enfin que l'objectif de ce système dans son ensemble, et des agents particuliers qui le constituent, est bien celui d'un enrichissement conçu comme une accumulation par l'intermédiaire de l'argent. Accumulation des biens et services échangeables sur le marché, c'est-à-dire de marchandises, accumulation de revenus et de profits qui constituent un pouvoir d'achat, et en définitive, accumulation d'avoirs et accumulation de pouvoir. Pourquoi faire ? Si l'on ne veut pas admettre qu'il s'agit du carrousel dans le vide, d'une accumulation poursuivie pour elle-même, on ne peut que répondre. Pour remédier à l'inquiétude et à l'insatisfaction existentielle, à l'incomplétude, au désir de dépassement, au désir d'être. Deux ensembles de termes peuvent être rapprochés dans ce premier tableau du système en vigueur. C'est d'abord l'assimilation ou, si l'on veut, la dérive, du désir d'être au désir d'avoir. Erich Fromm y voyait l'un des paradoxes centraux de notre temps, et même, le problème le plus fondamental de l'existant. C'est ensuite, mais il faudra l'expliquer davantage, la concordance de base qui est affirmée par le capitalisme, entre économie de besoin et économie de profit. Pour obtenir la meilleure satisfaction possible des besoins dans un contexte de rareté relative des ressources, c'est-à-dire d'insuffisance des ressources disponibles pour satisfaire complètement la totalité des besoins de la totalité des demandeurs, il n'est besoin ni de planification autoritaire par un décideur central, ni de compassion, de charité ou des actions humanitaires. Il suffit que l'organisation sociale permette aux demandeurs solvables d'entrer en relation avec un producteur en quête de profit. L'organisation sociale est purement permissive, le processus social de mise en contact des offreurs et des demandeurs n'attend que ces conditions permissives pour devenir purement automatique. Mais une telle assimilation est lourde de conséquences quant aux exigences de la maîtrise du progrès. Car si elle est vérifiée, il devient inutile de s'interroger sur la nature des besoins, l'identification de ceux qui les expriment, la légitimité de ces revendications et le degré d'urgence et de priorité sociale qu'elles méritent. Il suffit de laisser jouer le jeu des offres et des demandes qui s'expriment spontanément, et de ne se préoccuper que des demandes dont la satisfaction permet d'engendrer le meilleur profit pour les offreurs. Réciproquement, la seule possibilité d'un profit du côté de l'offreur sert à légitimer la demande à laquelle cette offre répond,
indépendamment de toute autre considération sur sa nature. On reviendra sur la nature de la relation qui est au centre de ce système, à savoir la relation marchande, et sur celle de son caractère réducteur. Mais quelques observations préalables sur les sources ainsi conçues de la richesse peuvent être soulignées dès à présent, parce qu'elles éclairent la critique vers laquelle nous nous dirigeons. En premier lieu, il apparaît que dans la réalité sociale et dans l'expérience de chacun d'entre nous, le terme de richesse, même dans le vocabulaire le plus courant, est infiniment plus complexe et plus diversifié que dans cette relation à l'échange et à l'argent qui vient d'être décrite. On parle par exemple, à propos d'un individu, de la richesse de son tempérament ou de sa personnalité. On parle de la richesse des relations sociales, au sens qualitatif, au sein de certains groupes sociaux. On évoque la richesse d'une collectivité en parlant de l'abondance des ressources naturelles dont elle dispose, ou des ressources humaines qu'elle peut rassembler, ou encore de la qualité de sa culture et de ses traditions. En second lieu, il semble utile de distinguer plus nettement la situation de richesse et le processus d'enrichissement, ou son correspondant négatif, celui de la lutte contre la pauvreté. On l'a dit, c'est le processus surtout qui nous intéresse pour l'analyse et la compréhension de la dynamique d'un système et d'une collectivité, puisque nous nous concentrons sur une perspective de progrès social. Mais si l'on admet d'emblée cet élargissement de la problématique ou de la discussion autour de la richesse, on constate que l'enrichissement en termes de pouvoir d'achat ne peut s'analyser que comme un instrument du progrès, et non comme sa fin ou son critère ultime. Or cette nature de l'enrichissement monétaire indéfini reste justement à vérifier. Est-il bien conçu d'abord comme un moyen, comme un instrument au service d'un objectif supérieur, ou bien est-il considéré davantage comme une finalité en lui-même ? Est-il effectivement capable de répondre à cette insatisfaction existentielle de l'être humain et des collectivités qu'il constitue, ou bien ne constitue-t-il qu'une solution illusoire ? La réponse à ces questions est certainement complexe en toute hypothèse, parce qu'elle dépend des circonstances, et aussi de l'histoire des sociétés concernées et du niveau de bien-être ou d'épanouissement qu'elles ont déjà atteint. Un enrichissement en termes de pouvoir d'achat individuel ne semble pas devoir jouer le même rôle à divers niveaux de richesse et de satisfaction des besoins. Ainsi, quand on recherche des stratégies de développement adaptées à divers types d'économies nationales, l'accroissement des revenus apparaît souvent comme un préalable indispensable pour les collectivités où les besoins physiologiques de base sont insuffisamment satisfaits, parce qu'il donne l'accès aux biens et services essentiels par l'échange monétarisé. Il apparaît encore, de multiples manières, comme une condition nécessaire de l'accroissement du bien-être dans les étapes suivantes du progrès de ces économies nationales encore peu développées. Mais au-delà d'un certain point, il ne paraît pas revêtir la même importance pour la satisfaction de besoins plus complexes dans les collectivités plus riches. Celles-ci ont-elles vraiment besoin de devenir encore plus riches qu'elles ne le sont déjà ? Sauf justement si leurs objectifs se ramènent à une accumulation indéfinie d'argent et de pouvoir comme une valeur désirable en soi, poursuivie pour elle-même. Or cette réalité des sociétés les plus riches n'est reconnue explicitement par aucune politique concrète de progrès ou de développement, aujourd'hui, et cette non-reconnaissance constitue en elle-même un fait particulièrement significatif sur lequel il faudra revenir. Il souligne en toute hypothèse la dissociation profonde établie entre l'instrument de l'enrichissement et la finalité du progrès, l'enrichissement devenant une fin en lui-même qui n'a plus besoin d'autre justification. On peut ainsi se rendre compte, dès à présent, de la menace d'un cercle vicieux et du risque d'enfermement qui marque le cœur du raisonnement économique, et qui a déjà annoncé dès le départ de ce travail. L'origine de cette menace est claire. Ce raisonnement semble prisonnier d'un appareil spécifique de notions, de concepts et de déductions, voire de tautologie, à partir duquel il devient de plus difficile de rejoindre la réalité concrète et d'agir sur elle, sauf dans un sens prédéterminé par cet appareil conceptuel. Selon ce sens, le besoin est indiscutablement réel et légitime dès qu'il donne lieu à un profit, l'argent est une condition universelle d'accès à la satisfaction, la croissance de l'avoir est toujours synonyme de progrès, et ainsi de suite. L'accumulation d'argent se substitue ainsi à tout autre objectif de l'activité humaine, puisque la logique de la production et de l'échange tend à s'appliquer à tous les domaines de l'activité humaine et à toutes les aspirations que celle-ci cherche à satisfaire.
Si tous les éléments constitutifs du progrès social peuvent s'acheter, il en résulte logiquement, en toute rigueur, que la croissance maximale et indéfinie du pouvoir d'achat s'identifie au processus même du progrès social. On montrera plus tard que ce raisonnement constitue l'essentiel de la logique marchande, que les prétentions de celle-ci se révèlent totalitaires, et qu'il devient alors difficile de se dégager de la seule référence à cette logique et à l'optimisation qu'elle affirme assurer. Conclusion provisoire. La conception de la richesse et de l'enrichissement exprimée par l'argent s'avère d'emblée comme partielle et pleine d'ambiguïté. Elle exige de toute évidence une réflexion plus globale et plus approfondie, confrontant les conceptions et les dimensions diverses des aspirations humaines, individuelles et collectives, ainsi que les formes d'organisation nécessaires pour y répondre. Il faut donc poursuivre l'enquête et l'interrogation critique. Éléments de critique, critique factuelle. Essayons de résumer les critiques qu'appelle la conception de la richesse qui vient d'être décrite, produit du système économiciste qui domine le monde contemporain. On peut se demander notamment comment ces aspects matériels, d'appropriation exclusive ou de divisibilité, ou encore ce rôle central de l'argent, affectent le lien entre intérêt particulier et intérêt général. L'hédonisme, centré sur les jouissances les plus matérielles et les plus individuelles, paraît devoir se distinguer de ce point de vue de l'utilitarisme, certes préoccupé aussi de comparaisons systématiques entre avantages et coûts, mais plus ouvert à la prise en compte des intérêts des autres. On distinguera ici successivement des critiques factuelles, liées au constat de problèmes non résolus, puis des critiques plus nettement basées sur des critères éthiques. Enfin, on reviendra sur la situation d'enfermement déjà évoquée et sur le sentiment d'aliénation qu'elle engendre. En premier lieu, l'assimilation de l'économie de profit à l'économie de besoin apparaît comme une simplification grossière, dont le résultat pratique est l'ignorance systématique de nombreux besoins qui ne donnent pas lieu à profit. Parmi ceux-ci, on trouve en particulier les besoins individuels des personnes qui sont insolvables, c'est-à-dire qui ne disposent pas d'un pouvoir d'achat leur permettant d'entrer dans les relations d'échange monétarisées susceptibles de leur donner accès à la satisfaction des besoins et des désirs qu'ils expriment. Or, l'inégalité croissante des revenus et des fortunes, et la structure sociale contraignante qui en résulte dans le monde qui est le nôtre, risquent d'accroître démesurément la gravité de ces situations d'insolvabilité, même lorsque les besoins individuels concernés sont reconnus comme des urgences. Les besoins collectifs, c'est-à-dire ceux dont la satisfaction ne passe pas par l'acquisition et l'appropriation privative d'objets matériels, mais dont l'urgence sociale peut être néanmoins tout aussi considérable. C'est le cas par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement naturel et les caractéristiques de l'environnement social, ou encore les conditions d'infrastructure et d'équipement collectif permettant la satisfaction des besoins individuels. On peut ajouter que l'appropriation ou l'accès exclusif n'empêche pas la formation d'externalités, positives ou négatives, c'est-à-dire d'avantages ou de coûts rejaillissant sur une collectivité qui n'était pas associée à la transaction concernée. La pollution carbonique par le transport routier en fournit un bon exemple. Enfin, la nature même des besoins collectifs pris en compte par cette organisation va se trouver étroitement subordonnée aux intérêts des acteurs individuels les plus solvables, parce que ceux-ci se trouvent en position d'influencer les choix collectifs dans le sens de leurs propres intérêts. C'est le cas par exemple lorsque les entreprises tentent de faire pression sur les programmes de l'enseignement public pour que ceux-ci prennent davantage en compte les besoins de l'industrie en cadre technique ou en gestionnaires commerciaux. La prise de conscience de besoins collectifs, dont la satisfaction ne suppose pas nécessairement l'acquisition et de l'appropriation privative des biens et services capables d'y répondre, ouvre ainsi une perspective nouvelle à la conception des relations économiques au sein d'une société, qui ne se limite plus à des relations d'échange entre individus, mais cette perspective peut être prolongée de multiples manières. L'un de ces prolongements les plus intéressants concerne l'idée émise dans les vieux débats systémiques entre capitalisme et socialisme, selon laquelle la non-appropriation privative accroît les perspectives d'abondance et de justice sociale, parce qu'elle refuse en principe l'exclusion, et parce qu'elle étend le bénéfice des utilités à tous, comme ont paru le croire, ou feint de le croire, les régimes communistes promettant la richesse au profit de tous. La possibilité d'une telle extension se vérifie sans doute dans de nombreuses circonstances,
par exemple dans la mesure où de vastes domaines terriens sont mis à la disposition d'une collectivité de travailleurs plutôt que d'un propriétaire unique peu disposé à la mise en valeur de ce domaine, mais elle ne peut ignorer les conséquences collectives d'une telle organisation collective sur les coûts, par exemple la réduction de productivité qui peut être liée à la collectivisation de l'agriculture. Elle ne peut ignorer aussi que les règles institutionnelles de la collectivisation des bénéfices sont rarement respectées dans leur intégralité, comme le montre l'exemple de la corruption massive de la nomenclatura et des cadres du pouvoir à l'époque soviétique. Enfin, on est bien obligé de constater que de multiples besoins et aspirations de l'homme, qu'ils soient individuels et collectifs, n'ont que peu de rapport avec l'acquisition et l'appropriation d'objets matériels, ou avec l'augmentation de la quantité des avoirs mis à la disposition des individus et des collectivités, et qu'un si nombre de ces besoins paraissent échapper à la logique de la quantification, et a fortiori à la logique de l'enrichissement monétaire. Mais alors quel est le rapport existant entre ces besoins et la notion d'enrichissement? Comment l'enrichissement se relie-t-il par exemple aux besoins de rêve, de méditation ou de spiritualité de l'individu? En quoi l'enrichissement d'une collectivité permet-il directement un accroissement proportionnel de sa sécurité intérieure ou extérieure, de la convivialité de ses relations sociales, de la justice de ses relations, de la qualité de sa culture ou de la préservation de ses ressources naturelles? Ou encore, pour évoquer ce questionnement général sur les rapports entre la richesse et le non comptabilisable, sous une forme plus paradoxale et plus provocatrice, peut-on affirmer que la musique de Mozart eût été d'une qualité supérieure s'il avait été mieux payé par ses mécènes? On reviendra sur ces questionnements au chapitre 5, à propos de l'analyse de la relation marchande. Mais ces exemples suffisent à souligner la complexité des notions de richesse et d'enrichissement, et à montrer que, au seul niveau de l'observation factuelle des besoins concernés, et sans qu'aucun jugement de valeur et aucune réflexion d'ordre éthique ait encore été abordée, les notions de richesse et d'enrichissement d'une part, et celles de progrès ou d'épanouissement d'autre part, demeurent différentes et ne peuvent être rendues synonymes. Évidence qu'il était possible d'affirmer dès le départ? Sans doute. Mais on doit bien constater qu'une grande part de notre organisation économique actuelle tend à affirmer exactement le contraire. Quant au problème, plus restreint on l'a vu, et qu'il importe donc de considérer sur un plan distinct, du caractère plus ou moins matériel de la richesse et des moyens de répondre aux besoins multiples de l'homme, on constate la difficulté d'une conclusion claire. Un minimum de conditions matérielles constitue le préalable indispensable à toute satisfaction, mais la nature et le rôle de ces conditions matérielles se transforment à mesure que le niveau de revenu s'élève, ce qui met en cause, on l'a dit, la nécessité des apostrophes. Une poursuite indéfinie de l'enrichissement matériel pour les sociétés qui jouissent déjà d'un niveau élevé. L'homme ne se réduit cependant pas au matériel, et il importe que le système d'organisation économique qu'il se donne lui permette de dépasser cette dimension. Les modes d'accès et d'appropriation dépendent partiellement du caractère matériel des biens et services concernés, mais plus encore de leur caractère plus ou moins indivisible. Cependant, ces modes d'accès et d'appropriation entraînent de toute manière des conséquences sur les rapports entre intérêt général et intérêt particulier. Éléments de critique, critique éthique. Cependant, la discussion des rapports entre enrichissement et progrès humain. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.